sommet de ce journal, des partenaires au développement du Burkina Faso qui renforcent leur accompagnement pour les secteurs prioritaires. Plus de 30 milliards de francs CFA pour le financement octroyé par la Suisse et la France pour le secteur agro-silvo-pastoral et la culture et l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. La signature des conventions à suivre dans quelques instants. L'opposition en Mauritanie qui appelle à la résistance après des résultats de l'élection présidentielle qui donne le candidat du pouvoir vainqueur au premier tour. Une victoire qui sème la discorde. Bonjour à tous, merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Cela dit, les partenaires au développement du Burkina Faso renforcent leur intervention sur le terrain à travers le financement de plusieurs programmes et projets à l'est et au nord et dans les hauts bassins. Et c'est ainsi que la Suisse octroie plus de 6 milliards de francs CFA pour le secteur agro-silvo-pastoral et celui de la culture à l'est. L'Agence française de développement, elle va investir plus de 24 milliards de francs CFA pour l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans les hauts bassins. Les différentes conventions sont signées en présence de Alidou Badini et Olopoda. Les populations de Bobo-Dioulasso, de Waïguya et de Séguénéga verront bientôt leur accès à l'eau potable s'améliorer à travers des investissements structurants de l'ONEA, l'Office national de l'eau et de l'assainissement. Et c'est la France, à travers l'AFD, qui vient de tendre la main au gouvernement burkinabé pour l'atteinte de l'objectif zéro corvée d'eau d'ici à 2020. La signature de cette convention par les deux parties vaut 24 milliards de francs CFA, dont 4 milliards sous forme de dons pour le renforcement des capacités de l'ONEA. Ce grand projet va consister à mettre une station de traitement à partir du barrage de Guiti et conduire une conduite d'adduction d'eau pour venir à la ville de Waïguya. Et tous les villages traversés seront alimentés. De l'autre côté, nous avons la ville de Séguénéga qui est à 22 km, qui va falloir aussi profiter aussi de cette adduction d'eau. En plus, il y a le volet au niveau de Bobo-Dioulasso qui consiste à prendre la zone de Sarfalao, c'est pour ceux qui connaissent Bobo. Là, nous allons réaliser également une bâche de 5000 mètres cubes au niveau de Bolmakoté pour alimenter la zone basse de Sarfalao. La Suisse, elle, s'engage à apporter 6,9 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre de la phase 5 du programme d'appui au secteur de la culture et le programme valorisation du potentiel agropastoral dans l'est du Burkina. Il est apparu qu'il y a encore des régions qui ont du mal, évidemment, à s'en sortir de ce point de vue. Et la région de l'Est a été ciblée. C'est d'autant plus important que c'est une région qui fait face aussi aujourd'hui à un défi qui est le défi sécuritaire. Donc ce premier financement de plus de 5 milliards devrait véritablement aider les populations. Alors pour ce qui concerne le secteur de la culture, c'est un financement de plus d'1 milliard, 1 milliard 344 millions, qui va aider à mieux structurer aussi ce secteur. Cet appui qui va directement à des partenaires, c'est-à-dire des acteurs du secteur privé, et puis une partie au Fonds de développement culturel et du tourisme est la bienvenue. La signature de ces conventions constitue un nouveau coup de pouce dans la mise en œuvre du PNDS, le Plan national de développement économique et social. Et le concept One Health, une seule santé, vise l'adoption d'une approche holistique pour répondre aux questions de santé publique à l'interface entre humains, animaux et environnement. C'est une approche qui devrait permettre de détecter et de répondre plus efficacement aux menaces de maladies infectieuses. Les textes réglementaires de la plateforme nationale de coordination One Health sont en cours de validation à Ouagadougou. Reportage Issa Kafando et Janine Kambiri. Des recherches récentes ont montré qu'environ 75% des nouvelles maladies infectieuses qui ont affecté les humains ces 10 dernières années sont causées par des agents pathogènes provenant des animaux ou des produits d'origine animale. En Afrique de l'Ouest, la maladie à virus Ebola, qui sévit toujours en République démocratique du Congo, en est un exemple. Pour une gestion efficiente des problèmes complexes de santé, l'État burkinabé opte pour l'adoption de la plateforme nationale de coordination One Health, une seule santé. Quand vous prenez du lait que vous buvez, il y a des risques que vous puissiez avoir ce qu'on appelle la tuberculose, qui pourrait venir de l'animal. Nous avons le cas plus récent de la maladie, l'épidémie Ebola, que nous avons connue en Afrique de l'Ouest et qui aujourd'hui sévit en Afrique centrale. Cela aussi vient de l'animal. Donc on ne peut pas se contenter seulement
d'avoir des projets, des programmes au niveau de la santé humaine en oubliant que la santé, elle est globale. C'est pour qu'on appelle One Health. L'approche devrait permettre de détecter et répondre aux menaces des maladies infectieuses. L'État américain, à travers l'USAID, par son financement à la FAO, apporte son soutien au processus de définition de la plateforme One Health. Lorsque nous sommes un peu évasifs dans nos activités en matière sanitaire, nous rencontrons d'énormes problèmes. Que le ministère des Ressources animales seul travaille pour riposter contre une maladie telle que le charbon bactérien n'est pas aussi efficace comme si nous nous associons au ministère de la Santé et à l'Environnement. C'est cette approche-là qui nous a amené à effectivement avoir une vue, une autre approche, une autre manière de faire, qui est effectivement de fédérer les énergies. One Health, une seule santé est vraiment la pierre angulaire de cette coordination multisectorielle pour faire face à ce défi. Et nous sommes contents de soutenir le gouvernement burkinabé dans ce travail. L'atelier de validation définira à terme les actions futures pour l'opérationnalisation de la plateforme nationale One Health au Burkina Faso. La commission consultative du travail tient sa première session ordinaire à Ouagadougou. À l'ordre du jour, les difficultés de conclusion d'une convention collective sectorielle des mines et l'extension de celle des secteurs de la pharmacie, de l'enseignement laïque, des boulangeries, pâtisseries et confiseries. La commission a pour rôle de mettre un avis pour l'aide à la décision. L'ouverture de la réunion avec Paul-David Bambara et Christine Koulibaly. Entamés depuis 2011, les travaux d'élaboration d'une convention collective du secteur des mines peinent à aboutir. Principal point d'achoppement, la durée du travail. Si les employeurs avancent la spécificité du secteur pour demander une dérogation du principe des 40 heures, les employés, eux, réclament l'application des horaires légaux de travail. Comment concilier les différentes positions, c'est l'un des enjeux de cette session. Compte tenu de ces spécificités, il y a lieu que les partenaires sociaux s'accordent pour voir de quelle manière nous allons gérer cette particularité au niveau des mines. Les secteurs de la pharmacie, de l'enseignement laïque, des boulangeries, pâtisseries et confiseries, eux disposent déjà de conventions collectives. Reste leur extension pour une meilleure protection sociale. Et ce sera l'une des questions en débat. Il s'agira également pour les participants à cette rencontre d'émettre leur avis sur le projet d'arrêté portant nomination d'assesseurs près les tribunaux du travail. En réalité, les conclusions de cette commission sont une orientation pour aider les décideurs à prendre leurs décisions en la matière. En rappel, la commission consultative du travail est composée de représentants gouvernementaux, du patronat et des syndicats. Domaine du travail plus concrètement, voici NASMOD qui met cette année encore 68 nouvelles compétences sur le marché de l'emploi au Burkina Faso. Des jeunes qui vont faire valoir les connaissances acquises en stylisme et modélisme, coupe-couture, esthétique et maquillage, cinéma et coiffure au centre de formation professionnelle NASMOD à Ouagadougou. Samedi dernier, la cérémonie de sortie de promotion donne un avant-goût des talents que ces valeurs sont désormais appelées à exprimer sur le terrain et les moyens sont donnés aux majeurs pour leur installation. Reportage Adama Guiti, Vincent Kendrebeogo. Elles sont au total 68 apprenantes en fin de cycle au centre de formation professionnelle NASMOD. Issues de 3 promotions, ces apprenantes sont des esthéticiennes coiffeuses, des modélistes et des stylistes. Je suis très heureuse d'avoir accompli mon rêve de petite fille parce que depuis toute petite, je voulais le faire. J'ai fait des études, mais j'ai décidé de me reconvertir dans l'esthétique. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui. La suite, c'est me spécialiser en maquillage cinéma, continuer dedans et un jour travailler aussi dans le monde du cinéma. La directrice de cette école de mode se réjouit de la performance de ses élèves au concours du certificat de qualification professionnelle organisé cette année par le ministère de la Jeunesse. On a eu de bons résultats, on s'est occupé aussi pour l'examen de l'école. En général, ça s'est bien passé pour l'année scolaire. Bon, mais ce n'est pas fini puisque les filles, après avoir validé les modules ici, elles doivent aller en milieu professionnel pour les stages. Voilà, donc ça continue. Le cycle n'est pas encore clos. Ils vont continuer et puis après, voilà, on va
les orienter pour qu'ils puissent se placer, enfin s'insérer professionnellement, quoi. Avant d'aller en salle, ils ont leur formation en entrepreneuriat d'abord. Pour moi, je suis satisfaite. Bon, chaque fois, il faut se mettre en cause et voir qu'est-ce que tu peux faire en plus. Ça fait 18 ans nous existons, mais chaque fin d'année, on s'assoit en comité, on réfléchit, voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour que ça soit mieux. Pour innover, Nasmode compte ouvrir une 3e année en stylisme de mode à la prochaine rentrée scolaire. Mais déjà, un défilé de mode permet de découvrir le savoir-faire et le talent de ses élèves. On parle de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue en Égypte en ce moment. Premier match de CAN pour la Mauritanie. Première défaite, les Mourabitoun ont été déclassés par les Aigles du Mali 4-1 dans le groupe E. Le Mali profite ainsi du match nul entre la Tunisie et l'Angola pour occuper la première place du groupe. Le résumé du match avec Lino Ramdi et Mahamadi Wena. Pour son baptême en phase finale de CAN, la Mauritanie a bien goûté à la leçon du novice. Les Aigles du Mali ont été sans pitié pour les Mourabitoun. Les joueurs de Corentin Martin s'inclinent 4-1 dans ce deuxième match du groupe E. Le calvaire mauritanien commence à la 38e minute. Abdoulaye Diaby ouvre le score pour les Aigles. 6 minutes plus tard, c'est Marega qui est à la finition. Le Mali marque un 3e but, œuvre du prodige Adama Traoré. Les Mourabitoun poussent et obtiennent un penalty à la 112e minute. El Hassem le transforme, mais 2 minutes plus tard, un autre Adama Traoré du Mali porte le score à 4-1, soit à la 74e minute. Les Aigles survolent ainsi les Mourabitoun avec à la clé la première place du groupe E. Nous restons en Mauritanie pour parler politique et là le fair play n'est pas le maître mot puisque les résultats de la présidentielle sèment la zizanie au lendemain de la victoire du candidat du pouvoir à l'élection. L'opposition fait front commun pour contester ces premiers résultats. Le scrutin qui devait être le premier passage de témoins entre les deux chefs de l'État élus de manière démocratique, mais les incidents ont éclaté dans la capitale et au nord-ouest. Les résultats de la présidentielle sèment la discorde en Mauritanie. Ses partisans ont exprimé leur joie dans les rues de Nouakchott. Le candidat du pouvoir en place, Mohamed Cher El Rasouani, l'aurait emporté dès le premier tour avec 52% des suffrages, a annoncé la commission électorale ce dimanche. Mais des incidents ont éclaté dans la capitale et au nord-ouest du pays après la contestation de ce score par l'opposition qui n'hésite pas à parler d'un coup d'État. Nous lançons un appel au peuple mauritanien, un appel à résister dans les limites de la loi, à résister à ce énième coup d'État contre la volonté du peuple. Ce scrutin devait être un premier passage de témoins entre deux chefs de l'État élus de manière démocratique en Mauritanie. Mohamed Cher El Rasouani a été adoubé par le parti du président Mohamed Ould Abdelaziz, arrivé au pouvoir à l'issue d'un putsch en 2008 et maintenu en place grâce à des élections l'année suivante. L'opposition a encore appelé à manifester ce lundi. Entre les États-Unis et l'Iran qui monte d'un cran. Le président américain inflige de nouvelles sanctions à l'Iran, déjà soumis à un embargo. Des sanctions qui visent notamment le guide suprême l'Ayatollah Ali Khamenei et plusieurs hauts gradés des gardiens de la révolution. Le Conseil de sécurité de l'ONU appelle au dialogue, mais l'ambassadeur iranien aux Nations Unies répond qu'il n'en est pas encore question pour le moment. L'Iran réagit aux nouvelles sanctions américaines en accusant Washington de mener un aventurisme militaire et, je cite, une guerre économique. Lundi, les États-Unis ont annoncé des sanctions visant notamment les finances du guide suprême iranien, l'Ayatollah Ali Khamenei, mais aussi 8 hauts gradés des gardiens de la révolution. Nous ne sommes pas du genre à céder aux pressions. Les États-Unis avaient déjà accentué la pression contre l'Iran et aujourd'hui nous assistons à encore plus de sanctions. Personne ne peut accepter de mener un dialogue avec quelqu'un qui vous menace sans cesse de nouvelles sanctions.
Également visé, le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif, pourtant vu comme un modéré par les Occidentaux. Le chef de la diplomatie a lui aussi réagi dans un tweet accusant Donald Trump de chercher la guerre. Les sanctions annoncées par le président américain sont censées faire monter la pression sur l'Iran, alors que Washington accuse Téhéran de vouloir se doter de l'arme atomique. Les tensions sont récemment encore montées d'un cran après qu'un drone américain a été abattu dans le détroit d'Ormuz, zone stratégique pour le commerce de pétrole. Un acte qui avait failli entraîner des frappes de représailles de la part de Washington, annulées in extremis par Donald Trump. Et puis la lecture croisée des quotidiens burkinabés pour refermer ce journal avec la marche des blouses blanches et l'affaire Rama la slameuse qui sont des sujets évoqués par les parutions de ce jour. La revue de presse est signée Abdul Rasmane Zongo. Ces hommes et femmes en robe blanche, en blouse blanche, précise le quotidien, loin des plateaux techniques de santé, cette fois-ci poussés, dictés par l'urgence, diagnostique anormalement à l'air libre les mots qui minent le ministère de tutelle en battant le bitume. Non au chômage, non au salaire de misère sont entre autres slogans scandés au cours de cette marche de protestation qui fait office d'avertissement pour exiger la prise en compte de leurs plateformes revendicatives. Ces manifestants ajoutent aujourd'hui au Faso, ces syndicats de la santé déversent donc leur colère dans la rue en attendant que se profile inexorablement à l'horizon un tsunami de grève, oui, le spectre d'une grève bateau de 7 jours, du 30 juin au 7 juillet, pour réclamer l'application pure et simple de la loi 057 portant sur la fameuse fonction publique hospitalière. Pour l'observateur, ces protestateurs infligent ainsi un carton jaune au gouvernement en remettant un message adressé à leur ministre de tutelle. Les manifestants interpellent donc les autorités à ne pas minimiser la crise sanitaire, allusion faite à la précarité des agents, au défaut ou à la faiblesse des équipements et du matériel de qualité pour des soins de qualité. Terminons par cette actualité qui fait le buzz. Rama la slameuse affiche le pays, tout comme l'Express du Faso a passé hier sa première nuit en prison. Elle serait impliquée, selon les éditions Le Pays, dans une supposée affaire de blanchiment d'argent. L'Express du Faso ironise, supposant que ce soit effectivement un cas de blanchiment d'argent, Rama ne serait que la partie émergée de l'iceberg. Espérons, selon le journal, que d'autres blanchisseurs, entre guillemets, allusion faite à d'autres délinquants, iront séjourner à la Mako à l'instar de Rama. Fin de cette session d'information. Merci de votre attention. Très bon après-midi à tous.